De nos jours, il y a un grand nombre d'études qui sont effectuées afin de vérifier quel est l'impact de la conscience sur la nature de la réalité et sur notre propre corps. Et ces études démontrent clairement que nous possédons tous la faculté de modifier le monde matériel. Alors, est-ce que je pense que l'intelligence artificielle deviendra consciente? Ce qui voudrait dire qu'on pourrait rendre un appareil externe conscient. Oui, je pense que nous y arriverons. Mais comment y arriverons-nous? Nous y arriverons quand nous arrêterons d'essayer de le faire avec une succession de 0 et de 1, et que nous apprendrons à puiser dans ce champ fondamental d'information et de conscience afin qu'il s'informe lui-même à travers un appareil externe en devenant conscient de lui-même. Et quand il deviendra conscient de lui-même, il aura des émotions, il aura de l'empathie, et il aura toutes les caractéristiques qu'un être humain peut avoir. Et à quoi ça ressemblerait? Est-ce que ça pourrait se faire en combinant des moyens biologiques avec des moyens électroniques? Qu'entendez-vous par puiser dans la conscience? Je pense plutôt que cela se fera en utilisant du plasma, des structures de plasma à haute énergie dans une région très confinée de l'espace afin de créer une singularité qui permette de puiser dans le champ quantique. Ce système se mettra en boucle automatique et deviendra conscient de lui-même. Ok, maintenant que nous avons commencé à parler du plasma, je rappelle que le plasma est l'un des différents états de la matière. Les scientifiques découvrent régulièrement de nouveaux états de matière. De nos jours, il y en a environ 7, et le plasma est l'un des états les plus présents dans l'univers. Exact. C'est ce qu'on peut observer en majorité dans l'univers. Et tout ce que nous n'appelons pas plasma, c'est principalement du plasma refroidi. Et voici une question de Hayden, âgé de 10 ans. Hayden est mon fils, et c'est un passionné de science. Hayden est curieux de savoir comment vous utilisez le plasma pour contrôler la gravité. Dans votre travail, vous utilisez le plasma pour contrôler la gravité. Elon Musk veut nous envoyer sur Mars en utilisant des fusées. Et vous avez dit que c'était un moyen très inefficace, car dans les prochaines années, nous serons capables d'utiliser le plasma de manière à contrôler la gravité. C'est vrai, oui. Mais premièrement, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment possible de coloniser Mars ou n'importe quelle autre planète, ou même encore la Lune, en utilisant uniquement des fusées. C'est totalement absurde. Il serait extrêmement difficile de fournir ce qu'il faut. La chaîne d'approvisionnement coûterait bien trop cher. Ça produirait également un immense désastre écologique. Il nous faudrait lancer des centaines de fusées toutes les semaines ou tous les mois. Ça ferait des trous dans l'ionosphère. De toute façon, ce n'est pas faisable. Le contrôle de la gravité sera le moyen que l'on utilisera pour voyager dans l'espace, si nous y arrivons. Mais nous allons y arriver, j'en suis sûr. Nous y arriverons, et on peut déjà prédire le futur de la technologie en jetant un œil sur la science-fiction. Tout ce que nous avons aujourd'hui fut d'abord imaginé par la science-fiction bien avant que ça ne devienne une réalité. Car la science-fiction, c'est l'imagination de la conscience qui crée son propre futur. On pourrait donner un exemple pour ceux qui ont vu les films de Star Trek, la nouvelle génération dans les années 90. Dans Star Trek, les gens utilisent un tricorder, et nous avons tous un tricorder aujourd'hui. En fait, c'est même plus avancé que les tricorders de Star Trek. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un téléphone intelligent. Mais qui aurait pensé que cette idée surviendrait 18 années avant que ça ne se matérialise? Exactement, et les choses s'accélèrent. Quand je parle de contrôle de la gravité, ce n'est pas quelque chose qui apparaîtra dans 5 générations, ni dans 10 générations non plus, mais c'est quelque chose d'imminent. Partout dans le monde, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. La NASA aussi? La NASA, oui. Et vous nous dites que ça va devenir une réalité dans les 10 années à venir? Bien sûr, dans certains laboratoires, nous avons déjà de bons résultats avec certains appareils qui permettent de créer des anomalies gravitationnelles et bien d'autres choses. Donc nous y sommes presque. Vous savez, toute la technologie actuelle nous vient du fait que nous avons appris à contrôler des champs électromagnétiques grâce aux équations de Maxwell et de Faraday. C'est ce qui nous a permis de créer cette civilisation technologique extraordinaire. Mais la prochaine étape sera d'apprendre à contrôler la gravité, puis d'étendre notre civilisation dans des colonies spatiales. Et vous pouvez faire cela grâce au plasma. Pourriez-vous nous expliquer simplement comment ça fonctionne? Ok, tous les laboratoires n'utilisent pas cette approche. Je l'ai choisi car auparavant, j'avais écrit un article de physique dans lequel je disais que nous devions pour cela faire tournoyer des champs électromagnétiques très denses à une vitesse très élevée. Certaines des expériences effectuées sur les altérations de la microgravité sont venues en faisant tourner des disques magnétiques supraconducteurs. Ils tournent à 5000 rotations par minute, mais c'est très lent. On peut aussi faire tournoyer le plasma à une vitesse proche de celle de la lumière.
On peut donc imaginer que si on reproduit ces mêmes expériences, mais à une vitesse bien plus élevée, on pourrait obtenir de bien meilleurs résultats. Pour moi, il était évident que de faire tourner un objet physique était bien trop lent. Je me suis dit, et pourquoi ne pas utiliser le biomimétisme et reproduire ce que fait l'univers ? Car il fait déjà tournoyer du plasma et produit déjà des champs gravitationnels. Recréons une petite étoile dans un bocal. J'ai donc fabriqué puis breveté un appareil qui permet de confiner du plasma dans une boule de cristal. Ça m'a attiré des ennuis. Ça fait tournoyer le plasma à haute vitesse, ce qui permet de créer un champ gravitationnel. C'est ça. Ça crée une altération gravitationnelle. Vous pensez donc que dans les 10 prochaines années, nous serons capables de contrôler la gravité dans une certaine mesure ? Absolument oui. À quoi ça ressemblera en termes de ce que nous serons capables de faire en tant qu'humanité ? Eh bien, nous serons capables de décoller de la surface, littéralement. Contrôler la gravité nous permettra de faire voler tous nos véhicules. Des voitures volantes, ça pourrait devenir une réalité. En effet, comme dans les Jetsons. Ça se produira et ça nous permettra aussi de retirer tout le pavé et les routes de la surface de la Terre afin qu'elles redeviennent comme avant. Au début, ça commencera avec des véhicules communs, tels que des avions, qui n'utiliseront plus de carburant pour voler. Puis un jour, le grand public aura accès à cette technologie. Ça vous permettra par exemple de quitter l'atmosphère pour voler dans l'espace, d'aller sur la Lune pour le week-end, puis de revenir à temps pour déjeuner avec un ami. Ça nous permettra de nous déplacer dans les alentours du système solaire plus rapidement. Si vous regardez l'évolution de la conscience sur notre planète, vous remarquerez que c'est directement relié à notre capacité à nous déplacer. Depuis les hommes des cavernes qui ne pouvaient pas aller très loin, jusqu'à nous qui pouvons utiliser ces objets métalliques. C'était quelque chose d'impensable même un siècle en arrière. Il y a 150 ans, si vous disiez à quelqu'un « Je vais monter dans cet objet métallique pour traverser le monde et me rendre jusqu'en Australie », il vous aurait pris pour un fou. On vous aurait brûlé sur le bûcher pour oser dire ce genre de choses. Mais nous faisons ça tous les jours à notre époque, et nous n'avons même pas à y penser. Ce sera la même chose. C'est juste que la technologie derrière sera totalement différente. C'est vraiment intéressant quand on y pense. Si on revenait 100 ans en arrière jusqu'en 1920, ce serait quelque chose de totalement inconcevable. C'était avant que l'iceberg traverse l'Atlantique en volant. C'était inconcevable à l'époque de penser que de voler dans les airs serait quelque chose de commun de nos jours. Quelque chose qui m'a frappé, c'est que Peter Diamandis a dit qu'entre 1900 et 2000, l'évolution humaine a connu une gigantesque avancée. Mais nous avons connu une avancée équivalente entre 2000 et 2016, en 16 ans seulement. Et nous connaîtrons une autre avancée équivalente entre 2016 et 2022. Ça signifie que nous sommes dans une courbe d'innovation exponentielle. Entre 2016 et 2022, nous verrons autant d'innovations dans le monde que tout ce qu'on a connu entre 1900 et 2000. L'époque de l'invention de l'avion, du transistor et tout le reste, c'est incroyable quand on y pense. Donc, quand Nassim dit que ça va arriver dans les 10 prochaines années, c'est très possible que ça se produise. Absolument. Il y a déjà beaucoup de monde qui travaille dessus, et ce sont des gens très intelligents. Mais le plus important, c'est que la compréhension de la théorie et de la physique derrière cela est déjà présente. Ça veut dire qu'on commence à réaliser que les particules ne sont pas juste situées dans une sorte d'espace vide, mais qu'elles sont en réalité dans un champ avec lequel elles interagissent. C'est une découverte fondamentale qui rendra toutes ces choses possibles. C'est aujourd'hui une réalité et c'est de plus en plus accepté par la communauté standard de la physique. Et elle est composée de tellement de gens intelligents. C'est pour bientôt, nous sommes sur le point d'y arriver. L'extraction de l'énergie depuis l'espace, c'est déjà fait. Et le public y aura bientôt accès. Le contrôle gravitationnel est pour bientôt aussi. Quand pensez-vous que l'humanité sera en mesure de coloniser un autre système solaire ? Car aller sur la Lune est une chose, mais aller plus loin, c'est autre chose. J'aimerais juste dire une chose à tous ceux qui aiment me contredire, pour tous les physiciens qui me balancent des tomates à la figure. Dans le fond, ça ne me dérange pas, car je suis italien et je peux faire de bonnes sauces avec les tomates. Mais vous savez, même quand les frères Wright ont réussi à faire voler un avion, et je ne parle pas du premier avion car il y avait d'autres personnes en Europe qui travaillaient sur des projets similaires. Mais pendant près de 10 ans, il y a eu un tas d'articles en physique qui furent publiés et qui prouvaient que sans l'ombre d'un doute qu'une telle chose était soi-disant impossible. Ils disaient que c'était un canular. Donc ça peut prendre un certain temps avant que certaines personnes finissent par comprendre ce qui est réellement possible. Alors, combien de temps cela prendra-t-il avant que l'on puisse envoyer des êtres humains jusqu'au système de l'Alpha du Centaure ? Jusqu'à l'Alpha du Centaure, je pense que ça risque de prendre un peu plus de temps, car nous devrons d'abord apprendre à ouvrir des trous de verre. Ça semble être un sacré problème à résoudre. Oui, mais la physique existe déjà pour ça. J'aimerais juste préciser que quand je parle de trous de verre, c'est quelque chose qui fait déjà partie des prédictions des équations de champ d'Einstein.
C'est aussi largement confirmé par l'observation de ces phénomènes, ce qui signifie que les équations de champ d'Einstein ont pu largement être observées dans leur forme classique. Mais jusqu'à récemment, il nous était enseigné qu'il était impossible d'ouvrir des trous de verre et de voyager en les traversant, car l'énergie requise pour le faire nous était inaccessible. Mais maintenant que nous avons découvert qu'il existe ce champ d'information, qui est aussi un champ d'énergie, L'énergie du point zéro. il y a toute cette énergie, et la densité de ce champ est tellement élevée. De nos jours, la physique confirme que nous pouvons ouvrir des trous de verre si nous pouvons puiser dans ce champ d'énergie. C'est pourquoi des personnes telles que Sonny White de la NASA et bien d'autres travaillent littéralement sur les moteurs à distorsion en ce moment même. C'est incroyable quand on y pense. Cela est rendu possible car ils peuvent voir à travers la physique et les mathématiques que la possibilité existe. La NASA travaille donc sur des moteurs à distorsion. Un moteur à distorsion permettrait d'ouvrir un trou de verre, puis de l'envoyer à travers l'espace sans être limité par la vitesse de la lumière. Absolument. Et cela en utilisant l'antigravité. Oui, en utilisant le contrôle de la gravité. Mais cela prendra probablement un certain temps avant que nous n'atteignions le niveau d'expertise requis afin d'être en mesure de vous rematérialiser correctement une fois que vous aurez atteint l'autre côté du trou de verre. Il faut déjà faire en sorte que toutes vos molécules arrivent au bon endroit au bon moment. C'est donc comme de la téléportation. C'est ça. Vous nous dites donc que quand nous entrons dans un trou de verre, nous disparaissons totalement ? Eh bien, vous pouvez voir cela comme... En fait, c'est là que la théorie standard ne s'applique plus pour expliquer ce qui se passe dans ce cas. C'est pourquoi la nouvelle théorie émergente nous dit que toutes les particules dans l'univers sont toutes connectées entre elles. C'est de plus en plus accepté. L'un des meilleurs théoriciens de la planète a proposé la théorie intitulée ER égale EPR. C'est une théorie de Leonard Susskind, de Montesinos et d'autres personnes. Elle nous montre que vous pouvez écrire la physique d'une façon qui relie les particules intriquées, et cela a été mesuré en laboratoire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intrication quantique, l'intrication signifie que deux particules peuvent être intriquées ou connectées entre elles d'une façon qui fait que si vous modifiez l'état d'une particule, l'autre change d'état instantanément. Et ce, peu importe la distance qui les sépare dans l'espace. Si vous faites quelque chose à l'une des particules, l'autre changera en conséquence car leur état est dépendant l'une de l'autre. Ça veut dire que si vous changez le spin d'un proton d'un côté, le spin du proton situé de l'autre côté changera aussi. Exact. Peu importe la distance entre eux, et on commence à pouvoir le faire avec des objets macroscopiques tels que des diamants. Donc, si vous envoyez un laser sur l'un des diamants, l'autre commencera à vibrer comme si le laser l'atteignait également. En plus, il n'y a aucun décalage ni aucun délai. Peu importe la distance qui les sépare, c'est instantané. Quand vous en modifiez un, vous modifiez l'autre. Si c'est instantané, ça signifie que l'information voyage plus rapidement que la vitesse de la lumière. C'est la raison pour laquelle la théorie de la mécanique quantique et la théorie de la relativité ne correspondent pas vraiment. Mais c'est la beauté du point de vue qui commence à émerger. Vous savez, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions, mais en voyant les choses sous un autre angle. ER égale EPR. ER correspond au pont Einstein-Rosen, donc le trou de verre. Et EPR correspond à Einstein, Podolsky et Rosen, donc à l'intrication au niveau quantique. En gros, ça dit que des particules peuvent devenir intriquées ou connectées via des trous de verre. Waouh! Basiquement, c'est de la relativité appliquée à un niveau quantique. Vous voyez, c'est pourquoi il est important de pouvoir unifier la physique. Donc, l'intrication des particules serait une preuve de l'existence des micro-trous de verre? Oui, les micro-trous de verre qui connectent les choses entre elles. Ce qui fait que quand nous traverserons des trous de verre, et maintenant que nous savons grâce aux équations que tout est connecté, ça signifie que nous disloquerons toute l'information du vaisseau, de ce qu'il contient et de vous-même, puis que nous la propulserons à travers le réseau de trous de verre de l'univers pour finir par vous reconstruire une fois que vous serez arrivé de l'autre côté. On pourrait se rendre dans une galaxie située à des milliers de milliards d'années-lumière de la nôtre. Est-ce qu'on doit appeler ça voyager dans un trou de verre ou de la téléportation? Quelle est la différence? Vous pouvez voir cela comme de la téléportation, mais ça dépend de ce que vous entendez par téléportation. Ce qui me fait hésiter, c'est qu'il existe un langage spécifique en physique pour parler de téléportation. Et j'essaie de vulgariser les choses pour les rendre plus accessibles au grand public. Mais basiquement, disons que c'est comme désassembler l'information que vous êtes, puis de la réassembler de l'autre côté, une fois qu'elle sera passée au travers du réseau de l'univers. Donc, vous désassemblez quelqu'un, puis vous le réassemblez. Mais pouvez-vous désassembler quelqu'un, le sauvegarder, puis le recréer une fois qu'il est mort? Par exemple, pourrais-je faire une sauvegarde de mon chien préféré? En fait, vous le faites déjà,
car l'information est située dans la structure de l'espace. Ok, mais si Hayden me déçoit une fois qu'il sera adulte, est-ce que je pourrais recréer la version de lui qu'il était quand il avait 10 ans ? Oh ça, c'est une autre histoire, et je ne pense pas qu'il soit vraiment d'accord avec ça. Hayden, je plaisante bien sûr. Mon petit de 12 ans commence déjà à remettre en question la plupart de mes idées. Mais nous pourrions imaginer que cela puisse se faire, car ce que vous êtes, c'est de l'information dans la structure de l'espace. Et l'univers se met constamment à jour à travers vous. À chaque seconde de Planck, vous informez l'univers de votre expérience. Vous pouvez donc voir cela comme si vous étiez là, sans vraiment être là. Vous êtes ici sans vraiment l'être. Laissez-moi vous expliquer ça plus simplement. Je vais vous donner un exemple via un calcul simple que vous pourriez faire à l'école. Disons que vous voulez savoir combien de temps il faudra à votre main pour aller d'un point A à un point B. C'est très simple. Elle commence au point A, elle se rend au point B, et vous calculez le temps qu'il lui aura fallu pour s'y rendre. Est-ce que ça se passe comme ça en réalité ? Pas du tout. Si vous essayez de faire de la vraie physique, si vous voulez être vraiment honnête sur ce que vous mesurez, vous avez un gros problème. Car pendant que votre main se déplaçait du point A jusqu'au point B, la Terre était en train de tourner. Vous devez donc ajouter cette vélocité dans le mouvement de votre main, et ça tourne très vite. Mais la Terre tourne également autour du Soleil, n'est-ce pas ? Vous devez donc prendre aussi en compte cette vélocité, car pendant que votre main se déplaçait dans l'espace, elle se déplaçait pendant que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil. Puis le Soleil se déplace à 300 km par seconde dans la galaxie. Vous devez donc ajouter ça aussi. Mais la galaxie tournoie autour d'un cluster. Soudainement, vous vous rendez compte que votre main se déplace à des millions de kilomètres par seconde. Et à force d'ajouter une vélocité après l'autre, vous finissez par atteindre la vitesse de la lumière. Donc, que se passe-t-il ? Mais que fait votre main ? De votre point de vue, elle se contente de bouger à la vitesse qu'on vous a enseignée à l'école. Mais du point de vue de l'univers, que fait l'univers quand il bouge ? Est-ce que le mouvement existe réellement ? Pas vraiment. Donc, la seule conclusion que vous pouvez obtenir, c'est que votre main se désassemble puis qu'elle se réassemble. Elle se défait puis se refait. Il y a votre main, puis un vide, et revoilà votre main, puis c'est le vide, et ainsi de suite. Tout ça se produit comme une suite d'images à l'échelle de Planck. Et ça se produit très très vite. C'est exactement comme un film dont la succession d'images statiques crée l'illusion du mouvement. Mais ce ne sont que des images qui défilent sous la lumière et à une vitesse suffisante afin que vous ne puissiez pas voir la discontinuité. Donc, nos corps disparaissent puis réapparaissent à des intervalles de Planck, et cela sur des millions de kilomètres dans l'univers, c'est bien ça ? Exactement. Maintenant reprenons ce concept. Imaginez ce qu'il se passe à l'échelle de Planck. Ça se décompose et se récompose très très rapidement. Mais il se passe exactement la même chose à l'échelle biologique. C'est ce que vous faites en ce moment même. La version de vous d'il y a un mois n'a plus rien à voir avec celle que vous êtes aujourd'hui. Vous avez entièrement refait votre foie, vous avez refait votre sang énormément de fois, vous avez aussi refait votre peau, et en seulement 3 ans, vous aurez refait tout votre corps. Donc vous vous décomposez, puis vous vous réassemblez constamment, et ce à chaque seconde. Maintenant que vous avez compris que l'on se décompose et que l'on se recompose constamment, vous comprendrez aussi que premièrement, je peux me recomposer légèrement différemment d'avant, si je souhaite changer par exemple, mais je peux aussi défaire ma main ici et la refaire là-bas, et ce, sans même avoir à créer les images intermédiaires entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui nous permettra de voyager à travers l'espace entier. C'est stupéfiant. Mais si vous faites ça, n'oubliez pas votre corps avec vous, sinon vous aurez des surprises. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que vous pouvez vous recomposer d'une manière différente. Vous pouvez changer votre apparence physique et vous pouvez modifier votre biologie. Voici maintenant une dernière question. Pouvons-nous entraîner notre corps afin qu'il puisse guérir de n'importe quelle maladie et ralentir le vieillissement ? Un peu comme Wolverine des X-Men. En fait, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je peux entrevoir comment ça pourrait se faire. Donc oui, je pense que c'est possible. Pourquoi votre corps se recompose-t-il toujours de la même façon ? C'est dû au fait qu'il y a de la mémoire stockée dans la structure de l'espace. Maintenant, si votre conscience qui interagit avec l'espace, c'est aussi l'interaction de cette mémoire dans l'espace, ça voudrait dire, en théorie, que vous pourriez avoir le contrôle de l'information qui sera mémorisée. Et si vous changez ce qui sera mémorisé, alors vous devriez avoir une corrélation directe avec ce qu'il se passe quand le corps se recompose. Donc, s'il se recompose sans cesse avec une tumeur au foie par exemple, vous pourriez très bien refaire votre foie sans aucune tumeur. Les gens font ça tout le temps. En réalité, 30% de la population fait ça tous les jours. Ils appellent cela l'effet placebo, ou encore les rémissions ou les guérisons spontanées.
De nos jours, il y a un grand nombre d'études qui sont effectuées afin de vérifier quel est l'impact de la conscience sur la nature de la réalité et sur notre propre corps. Et ces études démontrent clairement que nous possédons tous la faculté de modifier le monde matériel. Vous pouvez même influencer des ordinateurs ou des générateurs. Vous asseyez quelqu'un devant un générateur et vous lui demandez de l'influencer. Ça existe. Et je ne parle pas d'un de ces gourous que l'on peut voir en Inde ou de ceux qui auraient des facultés psychiques. Vous parlez des gens ordinaires. Vous pourriez aller cueillir n'importe quelle personne dans la rue, vous la mettez devant un ordinateur et vous lui demandez de l'influencer par l'esprit et elle pourrait le faire.